Donc je vais, avant de retourner m'asseoir, donner la parole à notre premier intervenant, que je remercie vivement d'être venu à Paris, le docteur Marcus Brandis, qui est directeur général de Bassange Buchanan Berlin et le président de l'association allemande des libraires de livres anciens. Marcus Brandis a également, longtemps étudié différents domaines comme l'histoire médiévale, et depuis 2018, il est notamment responsable de séminaires de formation annuels pour les libraires de livres anciens de l'association allemande, et il est également membre du comité d'experts de la Commission pour la protection des biens culturels, donc en Allemagne, dont mon allemand étant un peu limité, je vous épargnerai le nom de la commission. Vous pouvez peut-être nous le donner, d'ailleurs, c'est la... Voilà, Voilà, donc je vous laisse la parole pour la première intervention. Avec le micro, je crois que c'est mieux. Cher Nicolas, merci beaucoup pour les mots, pour l'introduction. Messieurs, dames, chers collègues et chers amis, I'm awfully sorry, but my French is very poor, so je suis très désolé, mais je ne parle pas que de peu de français, mais comme j'ai l'honneur de faire la première petite intervention de notre symposium ici, de cette année, et que je vous remercie tout particulièrement de vos aimables invitations à Paris, j'ai décidé de vous adresser même en français. Je vous prie toutefois de m'adresser toute discussion ou des questions uniquement en anglais pour me simplifier la tâche, d'accord? However, as I've been given the honor of being the first to give a short lecture at this year's symposium, and as I would like to thank you in particular for your kind invitation to Paris, I have decided to address you in French. Mon exposé vise à vous donner un petit aperçu des difficultés auxquelles sont confrontés les commerçants en Allemagne lorsqu'ils font du commerce international. Vous connaissez sans doute nombre de ces problèmes, j'en suis sûr, mais certains sont spécifiques à mon pays. Ainsi, les tâches et les obligations qui nous sont imposées deviennent de plus en plus dures, tandis que les impôts et les taxes sont de plus en plus élevés. Respecter toutes les règles, remplir toutes ces obligations de diligence est devenu presque impossible, surtout pour les petits commerçants en Europe, tout en respectant strictement les limites légales. Certainement. Je ne citerai ici, je vais voir si ça marche, que l'ordonnance européenne sur l'emballage, et the European Packaging Rules, qui a été conçue pour obliger des commerçants de masse comme Amazon, par exemple, à protéger l'environnement dans le cadre du Green Deal, mais qui rend le commerce pratiquement impossible, surtout pour les petits commerçants individuels, qui envoient des pièces uniques, comme des livres dans tous les États européens. Il n'est pas possible de payer les sommes à fois énormes pour chaque pays. En outre, un antiquaire ne se peut permettre de faire face à la bureaucratie supplémentaire. C'est ainsi que l'on trouve désormais partout dans les catalogues, vous le connaissez, j'en suis sûr, de notre collègue la mention, en raison de la PPE, pas en voie dans les pays suivants, France, Pays-Bas, Allemagne, Belgique, Espagne, Grèce, etc. Cela va à l'encontre de l'idée européenne qui a été adoptée dans l'accord de Schengen et qui visait à créer une zone de libre-échange
intra-européenne dans le commerce. L'obligation de calculer la TVA individuellement pour chaque pays témoigne la même impossibilité pour les marchands. Je le fais une fois ici pour une audience allemande, mais on voit tous les pays ici et le taux de taxation qui sont vraiment un labyrinthe impossible, invaincable. Le renforcement de la loi sur la protection des biens culturels, the Cultural Property Protection Act, est construit de manière tout aussi myope. Elle s'éloigne de l'idée européenne de libre-échange entre les États et elle la remplace par un nouveau nationalisme qui rend le commerce difficile, impossible ou qui force la fuite des biens culturels vers d'autres pays hors d'Europe. Il n'existe pas de limite de valeur pour l'exportation des autographes et manuscrits de succession, d'archives et des collections vers un pays tiers. Une lettre signée ici par Albert Einstein, par exemple, totalement dépourvue de contenu et de signification, que nous avons vendue pour quelques 100 €, 300 €, doit faire l'objet d'une autorisation d'exportation? Non. De même, les antiquaires devraient demander à chaque fois une autorisation d'exportation pour une carte postale de Maurice Ravel ou d'Hermanès ou de John Lennon qu'ils offrent à 40 €. Les autorités étant ainsi submergées de travail, il peut s'écouler des semaines avant que le cas individuel ne soit traité. J'aimerais vous présenter brièvement un cas. J'aimerais vous présenter ici brièvement un cas que nous avons eu dans la vente, un manuscrit de la fin du Moyen-Âge datant de 1440, la vie de Sainte Marie apocryphe, qui m'a été confiée pour une vente aux enchères. Il pourrait être déclaré par les autorités comme bien culturel à être protégé. Peut-être, c'est possible. Le manuscrit, la vie de Sainte Marie, aurait peut-être pu proposer dans la vente pour 80 000 €. Dans ce cas, l'effort aurait alors été bien justifiable. Je me suis donc rendu à la bibliothèque de l'État et j'ai demandé au préalable s'il était possible que le manuscrit soit classé bien culturel à protéger. La personne m'a répondu « probablement pas », mais elle aimerait bien participer aux enchères. J'ai alors reçu un courriel. Nous avons fait des recherches, le manuscrit n'est pas rare, il y a en fait 36 copies de ce manuscrit. Vous devez donc le proposer moins cher, nous sommes intéressés. Oui, c'était ces mots, moins cher. Lors de la vente, la bibliothèque a participé aux enchères, mais même pas jusqu'à l'estimation qui était de toute façon basse. A priori, l'objet a donc déjà été condamné avance, car le risque d'inscription sur la liste des biens culturels nationaux pourrait être utilisé comme une arme. L'adjudication était de seuls 38 000, même pas la moitié de la valeur possible. Et l'adjudication a été attribuée à un marchand d'un pays tiers. Et immédiatement, la bibliothèque m'a appelé « Monsieur Brandis, nous n'avons malheureusement pas obtenu la pièce, mais nous la voulons en tout cas. Et nous allons maintenant demander la protection des biens culturels. » L'autorité compétente doit alors entamer la procédure qui dure au minimum 6 mois jusqu'à ce que l'objet soit enregistré ou
bien libéré. Vous pouvez bien imaginer, mesdames et messieurs, que pendant ce temps, premièrement, le commerçant voudra annuler son achat. Et deuxièmement, le déposant sera lésé puisqu'il devra attendre 6 mois à son argent. Contrairement à l'Angleterre ou à la France, il n'y a pas d'obligation d'acquisition par l'État allemand lorsqu'il est déclaré bien culturel. Que se passe-t-il? Le propriétaire de la ville de Sainte-Marie, en ce cas, ne peut plus vendre. Il ne veut pas vendre à bas prix et encore moins à une institution publique. Il récupère donc le manuscrit. Ici, chez lui, le manuscrit prend la poussière. Ici, il serait peut-être exposé à l'eau, il serait détruit. Ses héritiers ne se souviendront peut-être qu'ils possèdent d'un bien culturel. Ils partiront au Pérou, en Angleterre ou en Amérique avec le petit livre et le bien culturel disparaîtra pour jamais. Il ne s'agit pas d'une protection des biens culturels, mais plutôt d'une privation des biens culturels pour le pays, conduisant, dans le pire cas, à son destruction. Un bien culturel inscrit ne sert à rien, ni à des fins scientifiques, ni à des fins de recherche, et ne serait pas non plus rendu accessible au public. Le commerce réagit également. De plus en plus en refusant de mettre en vente en Allemagne des biens culturels en Allemagne. Alors, content que Maison de vente aux enchères, nous avons dû créer un poste entier pour embaucher une employée une semaine, 40 heures, pour traiter les demandes d'exportation, même pour les John Lennon pour 40 €. Un petit antiquaire n'a pas cette possibilité du tout. L'obligation d'accomplir un devoir de diligence particulier pour la librairie ancienne en matière de recherche de provenance présente un caractère explosif similaire. Depuis la déclaration de Washington du 3 décembre 1998, tout commerçant est moralement tenu d'effectuer des recherches de provenance de matières appropriées. Mais qu'est-ce que cela signifie? Peut-on imposer à un commerçant les mêmes obligations que celles des chercheurs de provenance payés par l'État, qui travaillent à plein temps pendant des mois, voire des années de recherche? Certainement pas. Mais qu'est-ce qui est approprié exactement? Cela reste indéfini. Une fois de plus, l'État Une fois de plus, l'État impose des obligations aux commerçants par le biais de réglementations. Et même si le commerçant a mené avec succès des recherches de provenance, l'État n'est pas prêt à indemniser les collectionneurs. Dans ce cas, le commerçant doit généralement payer l'intégralité du dommage en plus de ses frais de recherche et de provenance. Le commerçant est pratiquement et doublement pénalisé. En commerçant, je vais vous donner un autre petit exemple pour la fin. Un commerçant a vendu un livre à un client. Plus tard, on découvre que c'est un bien volé par les nazis. Nous connaissons tout un cas comme ça. Si le commerçant respecte son devoir de diligence, il voudra annuler la vente. Mais qui payera au commerçant sa mise? Qui payera le dommage au collectionneur? Celui-ci n'est pas coupable, non plus fautif. C'est là que l'État doit intervenir avec ses moyens financiers, avec une fonte. Car l'État allemand
a reconnu sa responsabilité en tant que successeur juridique du Troisième Reich. Mais il refuse toujours néanmoins de verser en indemnisation. Et si l'acheteur du livre était à son tour en même membre des victimes de l'époque, en collectionneur juif, doit-il alors être nouveau spolié? Une injustice doit-elle être récompensée par une autre injustice? Bien sûr, le sujet est très sensible. L'injustice faite à la population juive en Allemagne entre 1933 et 1945 est incomparable et rien ne peut la réparer. Même si les gens de ma génération ne sont plus coupables ils-mêmes, ils n'en sont pas moins responsables. Le commerce assume cette responsabilité normalement. Et nous espérons donc tous ensemble que l'État allemand bougera un jour lui aussi et assumera à son tour sa responsabilité. Merci bien pour votre aimable attention. Thank you very much for a kind attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que c'est bon? Peut-être la régie? Désolé, il faut des avec le micro. Alors, est-ce que ça... Voilà, vous m'entendez? Parfait. Merci beaucoup à Marcus Brandis pour cette intervention passionnante qui montre bien à quel point nous sommes face à des problèmes complexes, y compris quand à la fois les libraires, les bibliothèques ou autres sont de bonne volonté. Est-ce que vous avez des questions pour Marcus? Nous avons prévu à chaque fois 4 ou 5 minutes pour poser des questions. J'imagine que parmi vous, il y a sans doute des réactions. Est-ce que quelqu'un veut poser une question? Je peux poser une première question dans ce cas-là. Marcus, quand je vous écoute, je me dis, voilà, tout le monde est de bonne volonté, c'est compliqué pour les libraires. Quelles sont les solutions aujourd'hui pour arranger ça? On parle de problèmes à l'échelle allemande, à l'échelle française. On a des États qui sont différents, le marché international. Quelles solutions vous préconisez? Comment on peut améliorer les choses d'après vous? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est très complexe. Yes. As I said, I'd like to answer in English, if it's okay for you. Yes, I guess we have all to work together, and one of the chances to work together is a meeting like this. I think, and I'm sure that we can solve a lot of these problems, as even in Germany, they try to get bureaucracy down, because the bureaucracy is really killing us all, and they at least they understood the problem right now, and we are working together with a judiciaire, with a lawyer to get into politics a little bit, that they can see the problem at least, and se rendre compte that they know what it is about. We are talking. I mean, my little lecture I gave you is a little bit strict or a little bit provocative. I admit, but I want to point out that there are problems that the dealers cannot easily cope with. So we have all to try to work together to make at least people give a forum that they understand what happened, how difficult it is. Because the market of arts and especially books and autograph letters, for example, it is very important because all the museums, all the libraries, I'm a son of a librarian in Berlin. My father was leading the manuscript department in Berlin and the State Library of Berlin. So I'm a passionate
bibliothecarian, a librarian in myself too, so I love that too. So we try, but the market is important that we get the items to be to be put on the market, so they come up and the libraries can buy and so on. So I think it will be a possibility. For example, putting the objects at a threshold from 15,000. Yeah, if you have a 15,000, you can discuss if it is really worth to be discussed if it is a cultural property. But for a letter for 200 euros, it's really ridiculous, and everybody knows that it will never be inscribed in this list. You know. And I think there are a lot of ways to get it a little bit better. Effectivement, les problèmes de seuil et de délai sont très importants pour les libraires. Et c'est vrai que les seuils sont différents en fonction des pays, les lois sont différentes en fonction des pays. Et je vous rappelle que la Ligue internationale du livre ancien essaye de demander à ses membres de nous envoyer les différentes réglementations qui sont à chaque fois différentes dans chaque pays. Et je pense que pour nos collègues, c'est très compliqué de comprendre comment ça marche dans chaque pays, d'avoir toutes les règles en tête. Mais le point commun, en tout cas pour beaucoup de pays d'Europe, c'est qu'on a des problèmes qui sont dus au seuil, qui sont pour nous trop faibles. Voilà. Après, peut-être pas pour... nos critères voudraient effectivement des seuils élevés. Et pour ce qui est... il y a l'autre problème que vous évoquez, celui des délais. Voilà. Les délais... la vente est retardée. Pour nous, il est compliqué de travailler. Je pense que dans la salle, beaucoup de gens partagent ces questions ou ces points de vue. Je ne sais pas si vous voulez intervenir. Il faut le micro pour la traduction, je crois. Je vous donne le micro. Oui, bonjour. Je voulais juste vous demander, parce que je pense que je parle au nom des nombreux jeunes libraires qui rentrent sur le marché actuellement. Justement, on n'est pas formé forcément sur toutes les réglementations, que ce soit nationales ou européennes ou même internationales. Donc, je voulais savoir s'il y avait déjà, ou si c'était un projet, de rassembler à un endroit ces différentes règles pour que nous, on puisse travailler dans les règles et respecter voilà, toutes ces réglementations. Merci. Alors, là-dessus, je peux répondre au nom de la Ligue. Oui, la Ligue a pour idée de mettre en ligne l'ensemble des réglementations des différents pays. Et d'ailleurs, on a demandé aux différents présidents des différentes associations de nous envoyer tous ces éléments qu'on a reçus, qu'on va mettre dans un fichier agrégé, et on va essayer et on va présenter tout ça à nos membres, évidemment. Je ne sais pas si ça aidera beaucoup, mais ça devrait aider quand même à comprendre comment fonctionnent les lois. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions pour Marcus Brandis ?